Alors bonjour tout le monde, Sergeant Ray ici, encore une fois. On m'a posé la question il y a quelques jours, comment faire pour expliquer les fonctions de couches, de masques, les calques, les masques de fusion et tout ça, là. En fait, ça revient pas mal toujours à la même chose. Le principe pour travailler dans Photoshop, c'est que si on travaille sur notre couche d'origine. Alors, je suis déjà ouvert dans Photoshop. Il y a un document d'ouvert. Mon document ici est représenté par la première couche de fond qui s'appelle Background. Et on voit qu'il y a un petit cadenas dessus. Alors, c'est ça qui fait la différence avec les autres couches qu'on va faire plus tard. Ces couches-là nous permettent de faire, à chacune des couches, de faire des modifications, des retouches, des changements à une image. Et si on veut revenir en arrière, on peut soit détruire la couche, soit changer un peu le masque de fusion pour décider à quel endroit et à quel pourcentage, à quel degré on veut que notre dernière retouche s'applique. Alors, vraiment, là, ça va être un vidéo très court. On va parler que de ça. Les masques de fusion et les couches et les calques. Et je vais donner un petit survol de Photoshop en prenant pour acquis que les gens qui vont être intéressés par ça, ils ont moins d'expérience et ils n'ont pas d'habitude. Alors, dans Photoshop, comme à peu près n'importe quelle application, en haut, il y a un menu. C'est un menu qui permet de faire différentes choses, différentes fonctions. Mais ce n'est pas une barre d'outils comme telle. Les outils dans Photoshop avec lesquels travailler sont plutôt sur le côté gauche, malgré que vous pouvez régler Photoshop son interface à votre goût, mais en gros, en général, c'est comme ça. Ici, j'ai différents outils pour faire différentes modifications à une photo. Et ici, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est vraiment la couleur de l'avant-plan ou de l'arrière-plan. C'est pour ça qu'il y a deux carrés et on peut changer la couleur, faire passer de un à l'autre. On peut le faire tout simplement en appuyant sur le clavier sur X. Ça fait changer la même chose que si on se sert du petit icône ici. Deuxième chose, ici on a plutôt un panneau. Le panneau dans lequel il y a aussi certaines fonctions déjà programmées pour faire des ajustements à une image. On verra tantôt comment il fonctionne, mais ça ressemble à si on créait une couche. Alors, ici, c'est ma photo de base. La photo finale, c'est celle-là. Alors, je vous les mets en côte à côte. Bien que celle-là est un peu trop saturée, mais c'est vraiment pour vous montrer les différences où j'en suis arrivé au final avec cette photo-là au départ. Rapidement, on voit les changements. Il y a la couleur qui a été modifiée ici. La forme du visage aussi un peu amincie. On a enlevé pas mal des taches de rousseur. On en a laissé un peu. Blanchiment des dents. On a grossi un peu cet œil-là. Bref, plein de choses. Comme on voit ici, la couleur qui ne matche pas avec le visage. Ici, c'est pas mal plus proche. Ça arrive souvent en portrait. Mais peu importe, c'est pas un cours de portrait. C'est vraiment un cours sur les retouches. Alors, je vais revenir au départ. Et admettons que la première chose qu'on veut faire, c'est d'aller adoucir le visage. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire simplement un clic de droit, un right-click sur la couche et choisir Duplicate Layer, en fait, copier la couche. On peut faire aussi commande J ou CTRL J sur le clavier. Ça fait exactement la même chose. Alors, cette couche-là, par défaut, elle s'appelle couche 1, Layer 1, mais on pourrait aller la renommer. En fait, je conseille toujours de la renommer pour savoir ce qu'on a fait sur chacune des couches. Alors, en double-cliquant sur le titre, on peut le changer. Alors, je vais le rebaptiser, le retitrer adoucissement, et je vais commencer par faire rapidement un adoucissement de la peau. Alors, en appuyant sur CTRL plus ou commande plus, on grossit pour voir mieux ce qu'on fait. On recentre l'image. Et le filtre que j'utilise pour ça, rapidement, il y en a plusieurs, mais moi je vais aller dans un filtre de flou, alors Blur, Surface Blur, un flou de surface.
Il est déjà programmé à un radius, un rayon de 14 et un seuil de 24 qui convient pour le portrait. Et chacun a sa recette. Et voilà. Là, on voit que toute la photo n'est pas regardable. Pourquoi? Parce que l'effet qu'on a donné est appliqué à 100%. Ici, la couche active, on voit quelle opacité qu'on a choisie. Si je décidais de la réduire, l'effet serait moins prononcé. Je pourrais avoir le visage, admettons, comme ça. Sauf que on voit que l'effet a été appliqué partout et ce n'est pas ce que je souhaite. Alors, à la place, on va rester à 100% et on va mettre un masque. En fait, un masque, il faut voir ça comme si on mettait une feuille de papier oignon par-dessus la photo et on allait gratter pour faire apparaître l'effet. Mieux que ça, on peut mettre une feuille de papier oignon plus dense qui va être noire et qu'on ne verra plus l'effet du tout. Alors vraiment, en grattant avec le pinceau, on va faire apparaître l'effet et au pourcentage et à l'endroit qu'on veut. Alors d'abord, on va mettre un calque en appuyant ici sur l'icône. C'est un rond à l'intérieur d'un rectangle et il y a un masque d'appliquer. Ça n'a rien changé parce que, comme je vous dis, le blanc, dans le contexte, est équivalent de complètement transparent. Si je clique dedans et je fais commande I ou CTRL I pour inverser, là c'est le contraire, mon masque il vient de devenir complètement opaque et l'effet est encore là mais il est en dessous, il va falloir le gratter. Une autre façon de faire ça, je vais l'enlever directement. Si je ne voulais pas le faire en 2 étapes, je pourrais le faire en 1 étape en appuyant sur le bouton Alt pour alterner l'effet et je vais aller mettre un filtre et il apparaît déjà comme un filtre, comme un calque noir. Alors, comment faire pour aller le percer? Ben, c'est là ici que la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan est importante. On a besoin de travailler avec l'avant-plan et il doit toujours être le contraire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va sélectionner un pinceau et il n'y a que le pinceau blanc qui peut passer à travers du noir. Si c'était le contraire, si c'était un calque blanc, ça me prendrait un pinceau noir. Je peux changer avec le X. Donc, on travaille en blanc, on a un pinceau. Moi, je sais par expérience qu'autour de 30-35%, l'effet va apparaître. Si je reste trop près de 0, il ne se passe rien. Si je vais trop loin, on va avoir un effet comme on a vu au début, ça va être trop prononcé. Alors, autour de 35%. Donc, j'ai juste à ajuster la grosseur de ma brosse ou de mon pinceau en faisant un right-click. Quand je clique de droit, ce menu apparaît et ça grossit un peu. Alors, je peux aller appliquer en faisant tout simplement glisser le pinceau comme si on peinturait et on va aller adoucir les traits de la peau en essayant de préserver les détails. Alors, on peut rapetisser quand on a des plus petits endroits à faire. Et c'est 30% à chaque passage. Alors, plus je passe, plus l'effet va être prononcé. Si je passais suffisamment de fois par-dessus, je tomberais à un effet de 100%. Alors, on regarde ce qu'on veut garder. Je le fais rapidement, mais vous voyez le principe. Et on fait attention pour ne pas aller trop enlever le rictus. Regardez quand même le détail. On peut même rapetisser encore plus. Et on va éviter ici d'aller enlever complètement le piercing. Quelque chose comme ça. Si on trouve qu'on est allé trop loin, bien, il y aurait moyen d'aller alterner, comme je vous ai dit, l'opacité de notre couche. Alors, si je réduis, j'enlève en fait le travail que je viens de faire et je tombe comme si j'avais un masque complètement à 0 en ramenant à 0. Alors, je sais qu'ici à 100%, j'avais 30% ou 35% d'effet appliqué. Si je me suis trompé et c'est plutôt 30 que ça prenait, bien, je pourrais revenir à 4, 5, 10% et mettre l'effet exactement comme je veux. Ça, c'est une première étape. Alors, on va faire commande moins pour revenir à la dimension à laquelle on va observer l'image.
L'avantage avec des couches, c'est qu'on peut aussi voir ce qu'on vient de faire et si on veut conserver l'effet ou pas. Alors, si j'enlève, en fait, le petit œil ici permet de visualiser l'effet ou pas. Si je l'enlève, je reviens où j'étais. Là, je peux prendre une décision. C'est un peu trop, c'est pas assez. Mettons que c'est un peu trop. Je vais revenir encore. Comme ça. Ça, c'est une chose. Il faut comprendre que chacune des couches va influencer les couches qui sont sous elle. Alors, si j'avais plusieurs couches, je pourrais aller la déplacer. Là, je ne pourrais pas ici parce que je ne peux pas aller en bas de ma couche de fond. Mais si j'avais 25 couches, je pourrais la descendre et ça changerait complètement l'effet. Ça, il va falloir apprendre à gérer ça. Et il y a des façons de s'y retrouver. Alors, si je voulais appliquer un deuxième effet, admettons que je veux saturer un peu les yeux. Bon, là, j'ai le choix. Je pourrais copier la couche et aller ajouter de la saturation. Par contre, dans le panneau ici que je vous disais tantôt, comme plusieurs autres effets, on en a un spécifique pour la saturation. Alors, si j'appuie dessus, si je clique, il vient de faire une nouvelle couche dans un premier temps. Il m'a ouvert le panneau des paramètres de saturation où je peux changer la couleur, aller plus vers le jaune ou aller plus vers le rouge. La saturation, je peux l'augmenter à droite ou diminuer à gauche comme sa densité. Je peux rendre ça plus pâle ou plus foncé. Mais en plus, il m'a déjà créé un masque. Le masque est blanc, alors tout ce que je vais faire comme ajustement, il va apparaître là. Si toutefois, je suis allé trop loin, je pourrais inverser ce masque-là et avec le pinceau en blanc, parce qu'il va devenir noir, avec le pinceau en blanc, je pourrais aller percer mon calque et faire apparaître où je veux. Alors d'abord, on va faire un ajustement en grossissant notre image. On va regarder que les yeux. Oups. Si, admettons, les yeux, je veux les saturer. Si je vais au bout, on voit ce que ça donne. C'est beaucoup trop. Mais je pourrais aller là. Et Ariane a les yeux un petit peu plus verts que ça. Ariane, ma fille. Alors, je vais revenir plutôt dans le vert turquoise. On regarde juste ici. Pourquoi on regarde juste là? Bien parce que c'est juste là qu'on veut l'effet. Et comment qu'on va faire pour aller le mettre juste à cet endroit-là? Comme je vous ai dit, le masque, on clique dessus. On fait commande I. Là, regardez les yeux quand je vais faire commande I. Et tout est revenu comme avant. L'effet est là, mais il est sous le papier, il est sous le calque pour le faire apparaître. Je vais choisir un avant-plan blanc. Je vais prendre un pinceau. Je vais mettre... En fait, je peux le faire ici ou ailleurs, mais mettons que j'y vais à 100% pour vous montrer l'effet. J'ajuste la grandeur de mon pinceau. Chose comme ça. Et je vais aller peindre par-dessus les yeux. La beauté avec ce genre de calque-là aussi, c'est que je peux revenir en cliquant sur la couche, vraiment sur l'effet. On voit si son symbole, c'est le même que là, le même que dans le panneau. Alors, si je clique dessus, le menu va se réouvrir et lorsque je vais faire les ajustements, ils vont se passer vraiment là où j'ai déjà passé le pinceau. Alors, vous voyez les yeux. Je vais changer la couleur des yeux. Juste pour que ce soit évident, je vais garder ça un peu plus vert. Une fois qu'on a terminé, on peut se débarrasser du panneau des propriétés. En fait, on va juste le masquer en appuyant ici. Et si j'enlève l'effet, les yeux reviennent à la normale. On a mis les yeux plus verts. Bon, évidemment, c'est trop. Alors, si je veux, je peux ici, parce que je suis déjà avec un effet à 100%, je peux aller abaisser un peu l'opacité et revenir à quelque chose de plus normal. Il y a quand même une différence entre ça et ça, même que ça peut être trop. Comme ça.
Alors, on va revenir. Une dimension normale. C'est sûr que j'exagère les effets, là. Mais c'est le principe des couches et des calques et des masques de fusion. Chaque masque de fusion, ici, il y a une petite fenêtre qui permet d'aller changer le mode. Alors, le mode, on a travaillé en normal partout. On voit que c'est normal. Je change de couche, je suis encore en normal. Et ainsi de suite. Mais certains effets qui vont demander à aller changer ce mode-là. Et ça va donner un aspect différent à la photo et surtout là où s'applique la retouche qu'on vient de faire. Alors, si je vais en Overlay, en français c'est masque d'incrustation, on voit que les yeux sont presque revenus à la normale. Je retourne en normal et l'effet revient. Et ça ne s'applique pas sur tout et ça prend du temps pour comprendre et choisir qu'est-ce qui s'applique le mieux. Je pourrais faire Lighten, probablement que les yeux vont être plus pâles. Pas beaucoup. Enfin bref, c'est ça le principe. Plus on avance dans un projet, plus il va y avoir de couches. Pour ne pas perdre le fil, il y a au moins 2 méthodes. On peut aller créer un groupe. Alors, je pourrais tout simplement appuyer sur Commande ou Contrôle, sélectionner la deuxième couche, faire un right-click, et je pourrais faire Merge Layers pour les grouper ensemble. Ou je pourrais tout simplement aller faire commande G et je vois maintenant que j'ai créé un groupe. Mes 2 couches ne sont plus apparentes, mais ils sont toujours là, ils sont simplement groupés. L'avantage de ça, c'est quand on nomme le groupe, on peut le nommer sur une série d'étapes qui se ressemblent qu'on a faites. Alors je pourrais faire peau et yeux pour me comprendre. À partir de là, je peux recliquer sur ma couche et soit reproduire une autre couche, soit partir de celle-là. Si je veux travailler, faire de quoi de radicalement différent, je sais que je vais faire autre chose maintenant et je veux partir avec cette base-là, avec les retouches-là. Je veux qu'elles soient comprises. Je ne veux pas partir ici, créer une couche, parce qu'en la prenant en dessous de celle-là, je ne vais pas tenir compte des ajustements que j'ai faits. Si je pars ici et je fais CTRL, ALT, SHIFT, E. Alors, il y a 4 boutons appuyés en même temps. Quand on fait ça, on voit qu'il y a une nouvelle couche Layer 1 qui est faite, mais elle va comprendre tous les ajustements ici. Alors, je peux faire des ajustements là. Et si je me rends compte que ça ne fait pas mon affaire, je suis complètement dans le champ, je veux détruire la couche, je peux aller l'enlever. Alors ici, si je l'efface, si je fais juste enlever sa visibilité, bon, on voit qu'il n'y a rien qui va changer. Pourquoi? Bien parce qu'ici, c'est déjà sauvegardé dans une couche. Alors, c'est un bon truc à savoir. De temps en temps, d'aller faire des couches pour être capable de scinder un peu notre travail, pour ne pas tout perdre si on change d'idée ou si on perd le fil de notre pensée. Bien, on sait qu'on peut aller enlever cette couche-là et il y a déjà 2, 3, 4 effets qui sont en dessous, qui sont sauvegardés dans des couches. Ça a cet avantage-là. Alors, bon, je pourrais vous montrer plein d'effets. Si, admettons, je voulais les vignetter davantage ici, je peux aller dans mes pinceaux, c'est-à-dire ici dans le masque de l'outil de Dodging et Burning. Quand je fais un clic de droit, le menu s'ouvre et je peux aller dodger ou burner, c'est-à-dire rendre plus clair ou plus foncé une partie de l'image. Si on choisit Burning, ici en haut, ce qui correspond à ça, c'est quelle zone, quelle tonalité qu'on veut aller burner, qu'on veut aller noircir. Alors, je peux choisir les tons moyens, les hautes lumières ou les basses. Alors, si je prends les basses et je choisis le niveau aussi. Alors, mon pinceau, pour l'instant, il serait appliqué à 4%. Si je choisis, mettons 25%, je prends un gros pinceau et j'essaie d'aller faire juste de noircir les coins pour simuler un vignettage. On va voir ce que ça donne. Ça peut fonctionner, mais c'est habituellement pas très beau et c'est pas constant. C'est pas constant parce que ce qu'on demande à Photoshop, c'est d'aller noircir des pixels, indépendamment des couleurs qui sont déjà là et de la tonalité.
lui en lui disant toutes les ombres, tout ce qui est en bas de 50% d'opacité ou 40% d'opacité, c'est considéré des ombres. Alors quand je les noircis, c'est comme ajouter du noir dans mon image. Et c'est pas très joli. Alors, on voit que cet effet-là, on ne le veut pas. Alors, je peux détruire la couche ou appuyer en même temps sur chiffre, c'est-à-dire Alt, Contrôle ou Alt Commande et faire Z. Alors, à chaque fois que j'appuie, il y a une étape qui revient en arrière. Mais ça, Photoshop, il va le faire jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas reculer de 25 étapes. Il y a une certaine mémoire dans le programme et dans l'ordinateur. Au-delà d'un certain nombre d'étapes, ça ne fonctionnera pas. Alors, souvent, il est préférable d'aller détruire la couche et de recommencer. Alors, je peux le faire. On enlève la couche. On est sûr, vous voyez, il y avait même une 5e étape qui était là. Alors là, il n'y a pas d'effet résiduel. Cette couche-là est sélectionnée. Je fais Alt, Commande, Shift et E. J'ai une nouvelle couche avec laquelle travailler et je pourrais aller noircir ou faire l'effet. Mais si je veux travailler plutôt avec une autre méthode, on peut revenir et prendre un des outils du panneau. Alors, on va enlever celle-là, cette couche-là, parce que, comme je vous ai dit, dans le panneau, ça crée déjà une couche. Alors, par exemple, si je prends les curves, c'est-à-dire les courbes, je clique dessus, il y a une couche qui est faite, l'effet est là, et le masque est déjà là. Alors, c'est à moi de décider comment je me sers de l'histogramme. Ici, c'est les hautes lumières, là, c'est les basses. Si je prends dans le milieu et je descends vers le bas, je descends l'ensemble de la courbe et je vais aller noircir l'ensemble de l'image. Alors, si, admettons, je le fais juste un peu, comme ça. Là, j'exagère l'effet pour vous montrer un peu. On voit que contrairement à tantôt, lorsqu'on s'est servi de l'outil de burning, ça a fait vraiment de la densité noire là où on n'en voulait pas, surtout ici les coins. Tandis que là, ça a diminué l'ensemble des valeurs, y compris les couleurs. Pas juste la densité, mais les couleurs ici aussi. Alors, si je le veux, mais pas partout, ben, je peux me servir d'un masque. Alors, mon masque ici, je n'ai pas besoin de l'inverser parce que la logique est que je veux garder cet effet-là, mais je vais enlever dans le centre. Alors, pour faire ça, on reste en blanc, on change notre avant-plan en noir, on prend un pinceau, parce que là, on se rappelle qu'on est avec un outil de burning, on vient plutôt au pinceau, on va descendre l'opacité peut-être à 60-70%, on peut même descendre le flow. Le flow, c'est un peu comme dire la quantité de peinture qu'on met sur le pinceau. Il va falloir passer plus d'une fois, mais le bord est moins net. Ici, on ne veut pas créer un bord net, on veut créer un vignettage le plus doux possible. Alors, je vais grossir mon pinceau vraiment beaucoup. Plus. Comme ça. Je vais cliquer ici. Et là, quand je vais cliquer, je vais aller annuler l'effet que je viens de faire. Alors, si je clique un coup, deux coups, jusqu'à revenir à mon 100%, je peux même le diminuer et passer plus localement dans le visage pour m'assurer que ma densité est à 100% aux endroits où je le veux. Alors, si je masque la couche, on voit qu'on a créé l'effet. Là, je l'ai exagéré un peu ici, là, mais en gros, c'est le principe. Alors, avant de terminer, comprenez là que les possibilités sont illimitées, on peut faire les effets qu'on veut, mais si on retient ça, les masques, les couches et l'avant-plan et l'arrière-plan, qui nous sert à manipuler notre pinceau de la façon qu'on veut, ben, on a déjà compris 50% de ce qu'il faut savoir dans Photoshop. Alors maintenant qu'on a fait pas mal de travail sur une photo, c'est rendu le moment de penser à sauvegarder notre travail. Quand on pense à sauvegarder, enregistrer le fichier, ben, il faut penser dans quel format on veut le faire et ça va être déterminé par la suite des actions qu'il y a à faire sur notre photo. Je m'explique. Si on a terminé, on est absolument certain qu'on peut faire un JPEG dans une résolution qu'on va choisir.
parce qu'on sait qu'on veut l'envoyer sur Internet pour la montrer dans un forum ou l'envoyer à quelqu'un, on va déterminer une basse résolution, on va faire ça en JPEG et ça va être suffisant. Si par contre on a besoin de le faire imprimer, ça peut être un JPEG aussi, mais on va décider de le faire en plus haute résolution. Puis si on n'a pas terminé, admettons qu'il est rendu 3 heures du matin et on pense qu'on approche de la fin, mais on veut continuer à travailler demain quand on aura une bonne nuit de sommeil, bien, on peut enregistrer au format original, le format natif de Photoshop, qui va être en PSD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a commencé avec notre image originale au format JPEG, la seule chose de ce nouveau document-là qui a été créé par Photoshop, la seule chose qui est en JPEG, c'est vraiment la couche de fond. Tout le reste, ce sont des copies qui ont été enchâssées dans un format, dans un fichier qui est au format PSD. La beauté de ce format-là, c'est que si on l'enregistre comme tel, avant d'aplatir nos couches, mais quand on va revenir demain et qu'on va vouloir travailler dedans, il va être tel quel. On pourrait aussi décider, c'est terminé, mais je ne sais pas encore dans quelle dimension je vais la faire, comment je vais la terminer. Bien, on pourrait aplatir les couches et sauvegarder dans un document PSD au format Photoshop. Ce qui fait que c'est un gros document, comme le fait de conserver toutes nos couches, qu'on les aplatisse ou pas. Tout le travail qui a été fait va être sauvegardé. La différence, c'est de sauvegarder avant l'aplatissement. Ça va permettre de retravailler les photos et d'aller dans chacune des couches, dans chacune des étapes. Si on aplatit et on sauvegarde en PSD, on ne peut plus faire ça. On a un gros fichier qui contient toutes les informations, duquel on peut décider de le réduire en JPEG et de l'envoyer sur Internet ou JPEG à haute résolution et l'envoyer à l'impression. Il y a des avantages aux deux. Moi, je ne sauvegarde pas tout ce que je fais en PSD. Ça n'aurait aucun sens l'espace que j'aurais besoin sur un ordinateur. Il y a des gens qui prétendent le contraire. Quand je sais que je vais avoir à retravailler ou que je ne suis pas certain, oui, certains documents, je vais les sauvegarder en PSD. Mais la plupart du temps, surtout quand on débute, une fois qu'on a fait une bonne partie du travail, on peut sauvegarder en JPEG. Je vais vous donner un exemple. Si, admettons, j'ouvre un document que j'ai déjà sauvegardé, bon, que je savais que j'aurais probablement à retravailler. C'est une publicité que j'ai faite pour un ami. Et j'ai sauvegardé en PSD, au format Photoshop, sans aplatir les couches. Ce ne sera pas tellement long, il va s'ouvrir. Quand je roule un programme comme QuickTime, ça prend beaucoup de la mémoire. Donc, on voit que c'est un document que j'avais fait, c'est une photo que j'avais faite pour un ami. Et je sais qu'il va y avoir d'autres photos. Le gars est ébéniste et il a besoin de photos des meubles qu'il fait. Alors, je vais garder, admettons, la matrice, le template, qui est ici, ma couche de fond. Et quand j'aurai une autre photo à aller insérer dedans, je vais enlever cette couche-là et je pourrai en mettre une autre. On voit que le document demeure vivant. À l'inverse, si je prends un autre document, c'est aussi un document comme on voit en PSD. C'est une photo qui a été sauvegardée de la même façon. Sauf que je n'ai pas conservé les couches pour le portrait de Gilbert. Je savais que c'était correct, final comme ça, pour ses besoins, et ça a pu être envoyé à l'impression. Si Gilbert me demande dans 2 mois, écoute Raymond, j'aurais besoin d'encore une photo en plus petit pour une carte d'affaires ou pour une pub ou peu importe, bien, à partir de là, je peux faire tout ce que je veux. Ce n'est pas un document que j'ai cuit en JPEG à petite résolution, et là, j'aurais de la misère à retrouver ma version originale. Je l'ai déjà sauvegardé en PSD, et après ça, je peux faire ce que je veux. Si on en revient à notre document qu'on a travaillé, celui qui contient toutes les couches, et que vraiment on est certain et on veut le terminer au format JPEG, bien, voici la façon de faire. Pour aller aplatir les couches dans un seul document, il faut aller dans Layers, Flatten Image,
Et le document comme tel demeure en PSD, toujours au format Photoshop, mais on a aplati les couches. Alors notre décision, on la met ici en pratique. Si je dis maintenant je veux un JPEG, on va aller faire File, Save As, et on voit qu'il va ouvrir en JPEG parce que moi j'avais un document JPEG. Mais s'il ne l'était pas, il était en Photoshop, bien, ce serait à nous dans le menu d'aller choisir JPEG et d'aller lui donner un titre. Alors lui, je vais changer pour test 2. Et étant donné que j'ai ouvert ce document-là à partir de Photoshop, Photoshop, lorsque je veux le sauvegarder, il fait le chemin inverse. Il prend la photo et il va aller la mettre dans la liste du dossier ou du fichier duquel il provenait. Fait que cette photo-là, elle est sur mon disque dur dans un des classeurs que j'ai fait, datant 2014. Moi, je classe ça par année sur mon ordinateur. Et il y a des fichiers pour tous les sujets que j'ai couverts. Le portrait d'Ariane était là. Maintenant, en le sauvegardant, il va aller prendre sa place ici dans la liste selon l'ordre alphabétique. Alors, si je fais enregistrer, ici, j'ai ce menu qui s'ouvre qui me demande à quelle qualité Photoshop doit sauvegarder le document. Plus je choisis une qualité élevée, plus le document est gros. Et moi, je vous conseille de toujours toucher au maximum. Quand vous voyez maximum, entre 10 et 12, vous pouvez sauvegarder comme ça. Ça vous assure le maximum de qualité de compression de l'image. Parce que l'image va être compressée à 8 bits d'information. On y reviendra plus tard si vous voulez. Mais pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne touche à rien et on sauvegarde comme ça. Alors, cette image-là, c'est un JPEG qui va avoir à peu près 4,5 MB de volume d'information. Et moi, quand j'importe à partir de Lightroom, parce que je traite les photos d'abord dans Lightroom, mais d'autres personnes vont être dans Camera Raw, peu importe, les photos qui ont été prises en RAW doivent passer par un dératisateur d'abord, et après ça, on peut les traiter dans Photoshop. Alors, moi, je sais que j'ai 4,5 MB d'information pour une résolution de 300. En fait, on va le vérifier. C'est la même chose. Image, on va dans Image Size. Et dans ce menu, on voit la dimension en pixels de l'image, la dimension du document en centimètres. Si on peut changer ça, si je le mets en pouces. Fait que là, c'est plus facile pour moi de voir quelle sera la dimension de la photo. C'est un 9 par 13. Et la résolution, comme je vous disais, ça a été importé à 300. Si je décide que c'est trop pour l'impression ou pour l'envoyer, ben, c'est ici que je choisis. Si je veux l'avoir à l'écran seulement, je pourrais choisir 75 ou 100 de résolution. Quand je diminue la résolution, ici dans ce menu-là, c'est préférable d'aller choisir B-Cubic Sharper for Reduction. Si je faisais le contraire, je grossissais le format de la photo, je prendrais Smoother Best for Enlargement. Alors, si on prend ça, on va voir que la photo va devenir beaucoup plus petite. Dans les faits, la photo a la même dimension, elle a juste moins de pixels, elle a moins de résolution. Donc, je ne pourrais pas l'imprimer aussi grand. C'est une autre façon de parler de dimension, mais il y a une différence entre la dimension physique de la photo et sa résolution. Alors, si je fais commande plus pour grossir mon image, ça revient pratiquement à la même chose. Alors, on va revenir où on était. Et si, admettons, je choisis une résolution pour l'impression, Image Size, beaucoup vont vous dire 300 pour imprimer ou 200 ou peu importe. Là. Moi, je vous dis par expérience, les 8-10 que j'ai fait imprimer, même à 150 de résolution, il n'y a absolument plus de différence après ça. 150 ou 200 ou 300, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Si par contre, on veut faire des agrandissements beaucoup plus grands, des 11-14 ou des 16-20, il faudra rester plus haut. Normalement, moi, je choisis 150. Best for Reduction. Et la plupart de mes JPEG sauvegardés à 150 ppi
me permettent autant de les afficher sur Internet que de les envoyer à l'impression. Si j'ai un travail plus critique à faire, comme je vous disais, il faut sauvegarder, il faut imprimer plus grand, ben oui, je vais choisir une résolution plus grande. Donc, ça serait la même chose à partir d'ici. Faire, Save As. Et je pourrais ici, dans le titre, aller spécifier quelle est sa résolution. Je pourrais écrire, chacun a son code, là. Moi, j'écris LR pour Low Res. Alors, je sais que ce n'est pas mon document original. Je sais qu'il n'est pas à pleine résolution, il est à 150. Alors, la même chose, si je fais enregistrer, il va aller prendre sa place dans la liste ici. Et après ça, pour le retrouver, ben, selon les annotations que j'ai mis dans les titres, je sais où j'en suis. Alors, je fais beaucoup de versions de la même photo et je sais ce qui se passe à lire les titres. Je sais tout ce qui est LR, ils sont à 150 ppi. Et quand je n'ai pas la notation LR, je sais que je suis original à 300. Alors, je ne sauvegarderai pas. Mais c'est le principe des formats. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres formats. On pourrait sauvegarder en TIFF et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le gros de notre travail, les photographes, c'est de produire une photo au format final en JPEG pour l'envoyer à l'impression. Mais les laboratoires acceptent d'autres formats aussi, là. Plus tard, je pourrais parler de ça, les formats et dans lesquels formats sauvegarder, dans lesquels formats à la prise de vue aussi. Pour conserver nos espaces couleurs, on pourra couvrir ça plus tard. Alors, entre-temps, si vous avez des questions ou des éclaircissements à demander, vous pouvez me rejoindre sur le forum sur lequel vous aurez vu ce tutoriel. Alors, merci et au plaisir.